Vous commencez tout juste à vous intéresser à la magie. Vous ne savez pas trop vers quel livre ou quel auteur vous tournez. Vous ne savez pas trop non plus ce que c'est exactement que la magie. Tout ce que vous savez, c'est que ça vous attire. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je vous propose de retrouver mon classement des meilleurs livres de magie pour débutants. Maintenant. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va aussi ouvrir une nouvelle série en fait de vidéos qui sera exclusivement basée sur les ouvrages à retenir, à lire pour pratiquer la magie. Dans cette première vidéo, nous allons parler des ouvrages les plus accessibles à lire par les débutants pour commencer à mettre un pied en fait sur le chemin de la magie. Donc j'ai fait un classement, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire non plus, il est en fonction de mes aspirations, de mes goûts, de ma pensée par rapport à la magie. Découvrons ensemble ces quelques livres pour les débutants en magie. Tout d'abord, avant de commencer à aborder les sujets de fond, on va dire, à aborder les livres, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce qu'un débutant en magie. Parce que depuis que je suis dans le milieu de la magie, tout ça, je rencontre énormément de gens. Et j'ai énormément de personnes qui me disent « moi je débute, moi je débute, moi je débute ». Sauf que la plupart du temps, on a des gens qui débutent depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans peut-être, et qui sont tout le temps en fait des débutants à les entendre. Donc effectivement, classer des livres en fonction de personnes qui découvrent la magie depuis 15 jours ou qui découvrent la magie depuis 10 ans, j'ai envie de dire, c'est pas du tout les mêmes ouvrages qui vont être à conseiller, c'est pas du tout les mêmes personnalités, donc on va pas du tout avoir des ouvrages qui vont plaire aux uns et aux autres en même temps. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui n'a aucune notion à propos de la magie, qui n'a jamais lu un seul ouvrage de sa vie sur la magie et qui est attiré par cette voie, ça ne sera pas la même personne que quelqu'un qui lit des bouquins sur la magie depuis 10 ans, même s'il n'a pas fait la moindre pratique. Comprenez? Donc en fait, il y a vraiment débutants et débutants, j'ai envie de dire. Donc cette première vidéo, elle est, on va dire, pour les débutants de moins d'1 an. Voilà, vous débarquez en fait dans le milieu de la magie, vous n'y connaissez rien, vous commencez à tâtonner, vous avez vu quelques sites internet, peut-être quelques magazines, encore qu'on en trouve moins maintenant, quelques ouvrages comme ça, mais sans trop chercher plus loin, et vous avez vraiment envie de comprendre ce qu'est la magie et de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc cette vidéo est faite pour vous. Ceux qui débutent depuis 10 ans par exemple, vous n'allez rien trouver en fait d'intéressant à l'intérieur de cette vidéo, à moins de retrouver des anciens titres que vous avez pu lire ou partager en quelque sorte aussi vos références de lecture juste sous cette vidéo. Du coup, comme cette vidéo elle est destinée vraiment aux débutants de moins d'1 an, et que je parlais tout à l'heure qu'il y a des débutants de 10 ans et des débutants de 5 ans, je vais découper en fait cette première série sur les livres en 3 vidéos qui vont être en quelque sorte les vrais débutants dans cette vidéo-là. Dans la prochaine vidéo, ça sera des débutants un petit peu plus aguerris, on va dire, avec un petit peu plus de lecture derrière eux. Et dans la 3e vidéo, on verra des livres plus pointus pour des débutants confirmés. En réalité, on pourra enlever le terme débutant pour la 2e et la 3e vidéo, puisque de mon point de vue, je considère qu'à un moment donné, quand on a lu quelques dizaines d'ouvrages sur la magie, on n'est plus du tout un débutant. Après, il faut passer à la pratique, bien sûr, mais ça, chaque personne, en fait, est libre de choisir s'il veut pratiquer ou si c'est juste un intérêt livresque, par exemple, pour nourrir son imaginaire. Peu importe. En attendant, donc, cette vidéo-là, qui est la première, elle va être destinée donc aux grands débutants.
Nous allons voir donc différents ouvrages que je vous recommande, qui m'ont plu. On va voir aussi qu'il existe 2 écoles, puisque je les ai classées comme ça, en magie. Aujourd'hui, on a 2 écoles, une école classique européenne, on va dire. Alors je rajoute classique, mais c'est souvent mal interprété. Donc c'est toute l'école, on va dire, à la fois francophone, mais on va voir des écrits en français, des écrits en allemand, on va voir des écrits en italien, par exemple, avec Julius Evola. Donc ça, c'est vraiment l'école classique européenne. Et on va avoir une autre école, ce que j'appelle l'école anglo-saxonne, qui est axée davantage avec les Anglais, même s'ils ont un fond traditionnel en Angleterre, mais l'école anglo-saxonne qui recouvre plus largement après tout ce qui est production américaine. Et on va voir rapidement que l'approche de la magie, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, n'est absolument pas la même. Les écrits sont très différents et on va avoir une... En fait, ça va vraiment dépendre de vos goûts à vous, en fonction de quelle école va vous intéresser davantage. C'est vraiment des styles personnels. Par exemple, de mon point de vue, moi je suis plutôt adhérent entre guillemets de l'école européenne. Je préfère largement travailler sur du classique, on va dire, travailler sur des ouvrages de plus en plus anciens, avoir des bases, des sources, savoir où l'auteur a été chercher ses informations, savoir comment il les traite. J'aime bien aussi les auteurs qui ont un style d'écriture. Voilà, ça c'est le côté un peu écrivain. J'aime bien que quand je lis un livre, ça m'apporte des choses techniques, mais pas seulement, que ça me fasse aussi un petit peu rêver, que ça me transporte un peu aussi dans le passé, et que j'essaye un petit peu ça me permette de comprendre un petit peu la vision d'autres personnes, la vision de la magie à d'autres époques et par d'autres personnes aussi. L'école américaine, on va le voir, c'est une école en fait qui est assez jeune. Et donc les écrits qu'on va retrouver, qui nous viennent des États-Unis principalement, par exemple, sont souvent des ouvrages qui sont écrits un petit peu à la va-vite. On enlève le blabla, entre guillemets, c'est-à-dire que on va enlever le côté historique, par exemple, le côté argumentaire. On va souvent enlever les sources aussi, pour aller droit au but, et au final, pour nous pondre un truc qui ressemble plus à un manuel d'école de commerce, on va dire, comme s'ils nous vendaient la magie en 10 leçons, et hop, il faut que ça passe. Moi, j'ai besoin de comprendre ce que je fais en magie, donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'acquaintance, on va dire, avec l'école anglo-saxonne à cause de ça. Parce qu'ils ont réellement en fait ce manque de sources, ce manque de base, ce manque d'histoire aussi, puisque c'est pareil, quand on va lire les ouvrages de magie de l'école américaine, on va s'apercevoir qu'avant la Golden Dawn, il n'existait rien pour eux, en fait. C'est comme si la Golden Dawn est née, crac, c'était les inventeurs de la magie, et à partir de là, la magie existait, et tout le monde reprend toujours les mêmes rituels qui viennent tous de la Golden Dawn, on les transforme, on les manipule, on va dire, mais au final, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même source, la même base, et elle a que un peu plus de 100 ans seulement. Donc j'ai rien contre la Golden Dawn en tant que telle, ça a été vraiment un apport considérable pour la magie, mais il n'y a pas eu que ça, et la magie c'est pas la Golden Dawn en fait. La Golden Dawn c'est qu'une vision très limitée, très dogmatique de la magie. Mais s'intéresser à la magie, c'est aller beaucoup plus loin que ça. Et on va s'apercevoir aussi que certains mouvements, comme notamment les mouvements de magie du chaos par exemple, ont tendance à casser un petit peu le carcan, même s'il y en a beaucoup qui continuent de reprendre les rituels comme le rituel du pentagramme ou des choses comme ça, ont tendance à repartir un petit peu plus loin en fait, et sans le savoir, ils reprennent des bases en fait qui correspondent à la magie telle qu'elle était pratiquée au Moyen-Âge par exemple. Et donc pour eux c'est de la magie moderne, alors qu'en réalité, et ça c'est encore une espèce de petit problème par rapport à cette magie, à ce courant anglo-saxon on va dire, c'est ça, ils pensent faire du neuf
en disant non, non, mais nous, on va faire un nouveau style de magie, la magie du chaos, on va casser les règles et tout ça, les dogmes et tout ça. Sauf que comme ils n'ont pas les sources qu'on peut avoir, nous, par exemple, en Occident, en Europe, on va dire, comme ils n'ont pas les mêmes sources et ils n'ont pas la même histoire magique que l'on peut avoir, et ben ils pensent que c'est nouveau, alors qu'en réalité, la magie, à la base, c'est quelque chose qui n'a pas de dogme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qu'on a tendance à oublier. J'aime bien les gens qui critiquent un peu la magie traditionnelle, hein. J'ai déjà dit dans l'interview qu'on a fait avec Athénos dernièrement, on critique la magie traditionnelle, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que c'est que la magie traditionnelle. Et on dit, oh là là, c'est trop carré, c'est trop comme ça, et tout, la magie traditionnelle. Alors que non, la magie traditionnelle, donc c'est-à-dire quand on recule aux sources de la magie, ça n'a rien de carré du tout. Au contraire, c'est quelque chose où il va falloir avoir un esprit extrêmement créatif. D'ailleurs, c'était un art. C'est à la fois un art et une science, la magie. C'est une science parce qu'on sait comment fonctionnent les choses, comment manipuler les choses, comment on va créer notre rituel. Et c'est un art parce que c'est notre créativité, c'est notre intuition, c'est notre inspiration qui va nous faire créer nos propres rituels et qui va nous faire avancer en fait dans la voie magique. Donc ça, c'est un petit peu mon opinion. Après, je respecte toutes les autres, hein. Je sais qu'il y a, surtout aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont complètement fans de l'école américaine. C'est très à la mode parce qu'on est dans une société assez Kleenex, on va dire, où il faut du vite fait, rapide et jetable, donc avec des petits bouquins qui sont pas trop épais parce qu'il ne faut pas trop se fatiguer les yeux en lisant. Et il faut vite pratiquer sans forcément savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais chacun sa voix, et donc moi en l'occurrence, ceux qui suivent mes vidéos, tout ça, bah, vous aurez toujours mon opinion, on va dire, enfin ma vision de la magie, elle englobe principalement en fait l'école européenne, on va dire, même si, et on va le voir, il y a beaucoup d'écrits et quelques auteurs anglais principalement que j'affectionne. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et donc voilà pour cette petite introduction. Donc, parmi les livres que j'ai envie de vous présenter, il y a un auteur que j'aime énormément, qui a, alors même si aujourd'hui je le lis plus comme je le lisais dans les années 80-90, c'est un auteur qui a fondamentalement influencé la magie dans les années 80-90. Il écrit encore, hein, il est toujours très productif, même si maintenant je lis un petit peu moins. Mais ses ouvrages, toute sa série d'ouvrages qu'il a pu sortir entre 1980 et 90, ouais, toutes ces années-là, voire début 2000, ils sont pour moi extrêmement importants. Donc cet auteur, c'est Jean-Luc Carrado. Jean-Luc Carrado, donc c'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. C'est quelqu'un qui a un style d'écriture extrêmement intéressant. Il est très pédagogue, il explique très clairement. Pareil, il a toujours cette tendance à aller chercher les sources, à vous expliquer pourquoi il dit ça et pas autre chose, comment ça se passe en fait dans un rituel, tout ça. Il décortique les choses. Donc c'est vraiment un des auteurs qui m'a le plus influencé dans mon apprentissage. Et donc c'est normal que l'ouvrage principal que je vais vous montrer, celui qui retient toute mon attention, on va dire, en tant qu'ouvrage pour débutants, eh bien c'est un ouvrage de Jean-Luc Carrado. Il s'intitule Melchior ou la voie magique. Hop. Alors la version que j'ai ici, c'est une version des éditions Pardès. Moi celui-là, je l'ai lu au tout début des années 90, hein, je crois d'ailleurs que... Voilà, Pardès, Puiseaux, 1990, ça c'est l'édition de 1990. Il a été réédité récemment par les éditions Alliance Magique, il me semble. C'est un ouvrage qui est resté très très longtemps assez difficile à se procurer. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir quand il est sorti. Et c'est un ouvrage qui m'a marqué fondamentalement. C'est un ouvrage qui parle vraiment... de tout ce qu'il y a à savoir sur la magie.
On a forcément une brève, on a une brève explication de qu'est-ce que la magie. On va retrouver des informations sur ce que c'est que l'envoûtement, le contre-envoûtement. On va voir des formules de base. On va voir... alors c'est pareil, quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Karado, c'est que c'est quelqu'un qui vous propose toujours des formules relativement synthétiques en fonction de la voie où vous vous trouvez. Où il y a des gens qui pratiquent une magie chrétienne, on va dire, il y a des gens qui pratiquent une magie païenne, etc., etc. Et donc il en faut pour tout le monde, et Karado, ça a toujours été quelqu'un qui proposait dans ses ouvrages des formules synthétiques, c'est-à-dire vous êtes chrétien, vous pouvez les utiliser, vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez les utiliser aussi. Et donc ça permet aussi de construire son propre système de croyance, on va dire, et en utilisant des formules en fait qui sont adaptées à n'importe quelle situation, à n'importe quelle croyance. Alors dans ce livre, on va retrouver encore plein d'autres choses. On va retrouver notamment par exemple un rituel. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus adoré dans ce livre. D'ailleurs, je vais vous raconter ma petite anecdote. En fait, dedans, on retrouve un rituel d'autoconsécration. En quelque sorte, quand on va pratiquer la magie, il va falloir... vous savez, on apprend à consacrer, on va dire, les différents outils, les différents éléments de la magie. Et il y a quelque chose que souvent on oublie de consacrer, c'est nous-mêmes. C'est un petit peu comme le baptême, quand vous rentrez dans une religion, on va vous baptiser, on va vous faire rentrer dans l'égrégore de la religion. Eh bien, un rituel d'autoconsécration, c'est je vais rentrer dans l'égrégore de la magie, en quelque sorte. Je vais me présenter aux entités en disant, voilà, maintenant, il va falloir compter avec moi parce que je suis un magicien. Et donc, dans cet ouvrage-là, Jean-Luc Karado nous propose un rituel de consécration qui est très intéressant, qu'on peut remodeler, qu'on peut modifier, toujours. Et donc moi, j'ai fait ce rituel, j'habitais encore chez mes parents, j'étais ado, j'avais fait, pour bien renforcer le côté consécratoire, on va dire, du rituel, j'avais fait un jeûne pendant 3 jours. Donc c'était très difficile parce que, donc, comme j'habitais encore chez mes parents, tout le monde, à l'heure des repas, tout le monde mangeait. Et moi j'étais à côté, je sentais, il y avait les odeurs de nourriture dans toute la maison et tout ça, et je sentais ça, en fait c'était assez difficile, mais l'idée aussi avec la magie, c'est d'avoir suffisamment de volonté pour aller au bout en fait de son expérience, de ce que l'on veut aller chercher, de ses objectifs. Et du coup, j'avais fait un jeûne de 3 jours à la suite duquel j'ai réalisé ce rituel d'autoconsécration. Et ça a été quelque chose, un des moments, on va dire, les plus forts dans mes tout débuts de ma vie magique, on va dire, puisque j'ai vraiment senti des choses, une transformation, des choses se passer en moi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il y a dans cet ouvrage, qu'on ne va pas retrouver dans les autres ouvrages que je vais vous présenter. Donc rituel d'autoconsécration. On va avoir aussi par exemple des indications déjà sur le cercle, la construction du cercle. Il y a un sacramentaire dedans, c'est-à-dire il y a déjà des formules pour commencer à faire des exécrations, des consécrations, commencer ses premiers rituels. Il y a des bases de tout ça, il y a beaucoup d'explications, alors que je dise pas de bêtises. Il y a sur l'occultum aussi, qu'est-ce qui pourrait être un occultum idéal, dans quel espace en fait je vais pratiquer le rite, etc. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont essentielles. Et, ah oui, il y a un excellent chapitre aussi sur les palindromes et les carrés magiques, notamment les palindromes d'Abraham Lin, donc avec pas mal d'explications et tout ça sur la façon dont ils sont montés, dont ils sont construits et tout ça. Enfin, vraiment, il y a énormément d'informations. C'est un bouquin, vous voyez, le mien, je sais pas si on voit bien, mais il est assez abîmé. Il y a encore des petits trucs qui traînent parce que régulièrement j'y reviens, je reprends des informations dedans et tout ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment le bouquin du débutant. Pour moi, je trouve que c'est une base à avoir. C'est un bouquin exceptionnel qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de la magie en toute conscience, en toute connaissance et aussi, de manière aussi sécurisée que possible. Donc ça, voilà vraiment mon bouquin de référence pour le débutant. Deuxième ouvrage important pour la magie, on va voir celui-là. Alors là, on va me dire, mais il est fou, pour un débutant, on ne peut pas faire lire Agrippa et tout ça. La philosophie occulte d'Agrippa, ça, c'est la référence. En fait, moi je considère que même si vous êtes débutant,
Je veux dire, si vous commencez à vous intéresser à la magie, la moindre des choses, c'est de lire la Bible de la magie. Là-dedans, il y a tout déjà. Voilà. Ça, c'est le B à base, c'est la base de la base. Et si vous n'êtes pas capable de lire ce genre de bouquin, eh bien, laissez tomber la magie parce que c'est là-dedans que vous en apprendrez le plus. Donc si vous dites « Oh là là, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas », c'est que la magie n'est pas faite pour vous. C'est pas plus compliqué que ça. Dès cet ouvrage-là, on peut s'apercevoir que la chaos magique n'a rien inventé du tout, puisque tout est dedans. Hein. Là-dedans, on vous donne non pas des rituels tout faits, on vous explique comment les fabriquer, comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc. Donc c'est vraiment un guide essentiel. Alors, je présente cette édition-là, c'est l'édition de Sécheta Publications. Moi, quand j'ai lu Agrippa, c'était avec les 4 livres en fait publiés par les éditions traditionnelles. J'aime beaucoup cette version-là, tout simplement parce que c'est Fred McParty qui l'a compilé, on va dire. Il s'est basé sur plusieurs manuscrits anciens de la philosophie occulte d'Agrippa. Donc il a pu corriger certaines erreurs, il a pu remodeler certains morceaux de texte qui avaient été mal traduits et tout. Et donc c'est vraiment la meilleure des versions, une version complète. En plus, le format, le fait de ne pas avoir 4 bouquins à trimballer dans tous les sens, là on a tout dans un seul. C'est un grand format, on a des tableaux, on a des gravures, on a énormément de choses. C'est la Bible, voilà. Ça, il devait y en avoir qu'un seul bouquin à lire sur la magie. Prenez celui-là. Il a un coût, forcément, hein, mais il n'est pas plus cher que si vous prenez les 4 séparément. Au final, on revient au même type de prix. Donc ça, c'est vraiment celui... voilà, c'est une Bible. Là-dedans, tout est dit, hein, en fait. Tout y est expliqué. On va voir les différents types de magie. On va voir la philosophie qui est sous-jacente à la magie. Donc c'est d'une érudition exemplaire, hein, forcément. À l'époque, on avait des gens, des savants. Hein, un magicien, c'était forcément un savant. Qu'est-ce qu'on va avoir donc on va voir aussi, il va nous parler d'analogie, il va nous parler d'astrologie. Enfin voilà, il y a énormément de choses, comment on construit un rituel. C'est antidogmatique, hein, vraiment de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose qui nous explique, encore une fois, à créer notre propre rituel, notre propre façon de travailler, enfin notre propre système, voilà, plutôt. Notre propre système magique. Ça, c'est vraiment la base. Alors effectivement, dans l'écriture, c'est un style ancien. Hein. Agrippa, il était du 15e siècle, quelque chose comme ça. 15e ou 16e siècle. Donc c'est écrit avec le langage un petit peu d'époque. Mais dites-vous bien que si vous vous intéressez à la magie et que vous n'êtes pas capable de lire ce bouquin-là, eh ben laissez tomber, quoi. Parce que vous allez passer à côté de plein de choses. Ok. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, la base, quoi. Alors, maintenant, un grand classique de la littérature magique, on va dire, de ces 20-30 dernières années, Le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon. C'est un classique, c'est le truc qu'il faut lire, on va dire, pour se donner une idée, un aperçu de la pensée magique du XXe siècle, hein, clairement. C'est un ouvrage où on va retrouver énormément d'exercices pour développer ces dons psychiques, on va dire. Ça, c'est un apport relativement récent, puisque c'est quelque chose dans le milieu magique, en fait, qui nous vient directement du début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, avec la Société théosophique, notamment, qui a importé, on va dire, les connaissances indiennes dans l'ésotérisme occidental. Donc on va voir l'émergence des techniques de travail du souffle, de yoga, de l'importance en fait de la discipline physique et psychique finalement, pour affûter en quelque sorte nos sens pour le développement de la magie. Donc c'est un truc qui est relativement récent mais extrêmement important et c'était quelque chose qui n'était pas du tout abordé avant. Dans les entraînements qu'on pouvait retrouver dans les anciens textes. Donc c'est un ouvrage qui est très intéressant à lire. Après, rapidement, vous allez vous apercevoir que c'est très difficile de pouvoir suivre le programme que l'auteur décrit dans cet ouvrage.
on va vite s'apercevoir que si on devait faire tout ce qui est indiqué là-dedans, il faudrait passer en fait ses journées entières à faire que ça. Fini le travail, fini la vie de famille, fini toutes ces choses-là, on va dire, il n'y a plus d'à côté, il n'y aurait plus que ça en fait qui compterait dans votre vie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je doute que l'auteur lui-même ait pratiqué tout ce qui est... Alors, qu'il ait pratiqué séparément, certainement, heureusement, j'espère même, mais qu'il ait suivi en fait le processus du début jusqu'à la fin tel qu'il le décrit. J'ai de sérieux doutes. C'est des choses qu'on voit souvent dans les bouquins qui sortent d'ailleurs aujourd'hui. On vous propose un développement psychique avec plein d'exercices et tout ça, et on sent bien que si les auteurs les avaient pratiqués, ces exercices-là, et ben, ils se seraient aperçus que soit il faut être riche déjà, hein, et avoir des serviteurs, soit c'est juste impossible à intégrer dans sa vie courante. Donc ça n'empêche pas que moi ce que je fais avec ce livre-là en fait, c'est que je l'ai beaucoup utilisé comme un catalogue, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de développer telle ou telle chose, quand il y a tel ou tel intérêt à travailler, je vais récupérer les exercices et je vais les adapter finalement à ma sauce, comme je fais avec beaucoup de choses, pour mon propre développement et en fonction de mes besoins. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, c'est un catalogue. Voilà, c'est un gros catalogue avec plein de sortes d'exercices différents qui vont vous permettre de développer en fait tous vos sens, on va dire, et faut pas hésiter à faire ça sur des années, on va dire, faut pas tout faire à la suite comme il l'entend, on va dire. Faut vraiment utiliser uniquement ce qu'on a besoin dans cet ouvrage. Donc pareil, c'est un ouvrage qui possède beaucoup d'explications aussi, notamment sur les condensateurs fluidiques. C'était quelque chose qui était assez flou encore jusqu'à l'arrivée de Bardon. Lui, il a le mérite en fait d'expliquer, de faire comprendre aux gens ce qu'est un condensateur fluidique. On va avoir beaucoup d'explications de concepts aussi en magie. On va avoir aussi l'émergence d'une vision, finalement, la vision de la magie au milieu du XXe siècle. Donc c'est un auteur qui est extrêmement intéressant à lire. Ces 3 bouquins sont à conseiller. Alors pour cette partie débutant, on va s'arrêter à celui-là. Mais on aura l'occasion de parler par la suite de ces 2 autres ouvrages qui sont aussi tout aussi intéressants. Bon, après, au niveau des petits défauts du livre, donc c'est un programme qui est juste impossible à tenir sur une période très longue. C'est un style qui est souvent un peu pompeux. Bon, faut reconnaître, hein, l'auteur, il est un peu mégalo, quoi. Il a un peu tout vu, tout fait. Donc voilà, ça peut en déranger certains. J'ai remarqué en fait que ce livre, il a un côté comme ça où soit on adule l'auteur. Hein, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a ses fidèles, on va dire, qui vont l'aduler, Franz Bardon, le maître, machin et tout ça. Et à l'inverse, il va y avoir ceux qui sont plutôt ces détracteurs qui vont dire mais non, mais c'est pas possible ce truc et tout, et qui vont lui trouver tous les défauts de la terre. Donc il faut toujours avoir une position plus modérée en fait. Les auteurs, c'est des humains, hein, tout simplement, donc ils ont leur bon côté, leur mauvais côté. Franz Bardon, donc c'est quelque chose qui est à lire. Après, faire toute sa vie à tourner autour de Franz Bardon, ce serait une perte de temps, c'est clair. Mais donc, très bon ouvrage pour un débutant aussi, pour comprendre un petit peu tout ce qu'il va y avoir aussi à travailler, parce que la magie, c'est pas juste un livre de recettes, hein, ça va être aussi souvent beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail autour de soi, et ça, les gens, ils le savent très peu, en fait, ils s'en aperçoivent très peu. Dernier ouvrage que je vous propose pour l'école, on va dire, européenne, un ouvrage qui a été un des tout premiers que j'ai lu sur la magie. C'était vraiment une découverte qui m'a permis de comprendre plein de choses. C'est le formulaire de haute magie de Piob. Alors ça, c'était vraiment un bouquin, comme son nom l'indique, un formulaire, c'est-à-dire on parle de tout. Voilà, on va récupérer des données, qu'est-ce que la magie, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que sont les talismans, tout ça. On va vraiment avoir un auteur qui va piocher comme ça
dans les grandes parties, on va dire, de la magie. Et c'est super intéressant. Il nous éclaire sur plein de choses. Il nous parle du symbolisme aussi. Il va nous parler d'analogie, d'alphabet magique. Bon, forcément, on a une grosse influence liée à la Kabbale. Donc, ouais, il va nous parler Kabbale et hébreu. Voilà, on va même avoir quelques recettes de sorcellerie des campagnes ou de filtres et d'élixirs à la fin de l'ouvrage. Donc c'est un bouquin vraiment pour qui commence à s'intéresser à la magie, qui est juste exceptionnel. Donc ça, c'est une vieille édition. Je crois qu'il a été réédité, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Mais voilà, c'est vraiment un ouvrage qui est hyper intéressant. On a plein de reproductions aussi de différents talismans, de cercles magiques, de pas mal de choses comme ça. Il aborde aussi les nombres, notamment les nombres dans la magie, en fait, leur utilité. Il y a plein de petits tuyaux. Il va nous indiquer en fait sa vision pour les encens. Alors, souvent ce que j'explique dans mon bouquin sur les encens. Après, il y a cette vision un peu romantique, on va dire, du début du XXe siècle, où utiliser des éléments animaux dans un encens, c'est complètement horrible, il ne faut pas le faire et tout ça. Donc dans mon bouquin sur les encens, j'ai expliqué, j'ai démontré que si effectivement ils utilisaient des éléments animaux dans les encens, mais parce que quand on revient aux anciens grimoires, aux plus anciens grimoires, que ce soit les clavicules de Salomon, ou dans les clavicules de Salomon par exemple, où il nous explique comment on va ponctionner en fait du sang de corbeau par exemple, un corbeau vivant, etc. Ou que ce soit dans le Picatrix dont on aura l'occasion de reparler, où on va retrouver bien ces éléments. Donc à l'époque de Piob, c'était complètement impensable d'aller faire du mal à des animaux pour récupérer leur cervelle ou leur sang. Donc il a essayé de trouver un codage secret chez Agrippa en disant mais c'est qu'il doit utiliser telle plante, ou il veut parler de telle position planétaire quand il utilise le mot grenouille ou le mot je sais pas quoi. Donc non, bon, ça c'est un peu dépassé, on l'a vu. Mais bon, voilà, c'est aussi un ouvrage qui est ancien. Donc comme un petit peu tous les ouvrages que je vous ai présentés, à part celui de Jean-Luc Carrado, il y a des mises à jour qui seraient bonnes à faire, c'est évident. Mais dans l'ensemble, pour avoir un bon exposé de ce qu'est la magie, de comment ça fonctionne, tout ça, c'est un très très bon ouvrage qui ne va pas vous prendre la tête, qui n'est pas très gros. Bon, il y a effectivement, comparé aux ouvrages de 100 ou 200 pages qui sortent aujourd'hui, là on est quand même à 341 pages, mais ça c'est rien du tout à lire, quoi. Faut vraiment, de toute façon, encore une fois, ce que je disais pour le bouquin d'Agrippa, si vous n'êtes pas capable de lire un bouquin de 300 pages ou le bouquin d'Agrippa, laissez tomber la magie. Vous n'apprendrez rien. Vous resterez sur des espèces de petites techniques, des petits rituels superficiels, et c'est tout. La magie, elle est faite pour être étudiée et pratiquée. Et pour l'étudier, il n'y a pas photo, il faut en venir à des ouvrages d'une époque où on aimait écrire. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on va retrouver avec Piob, donc c'est un très bon ouvrage aussi pour débuter. Maintenant on va passer à l'école anglo-saxonne. Alors pour l'école anglo-saxonne, j'ai sélectionné seulement 2 ouvrages. Et oui, pour le débutant, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une école avec laquelle je me sens très proche, on va dire. C'est même bien le contraire, on va dire. J'ai toujours du mal avec les écrits, notamment américains. Anglais, ça passe beaucoup mieux. J'aime beaucoup Crowley, par exemple. J'adore ses écrits parce que voilà, c'était un vrai penseur de la magie. Mais tout ce qui vient actuellement des États-Unis, j'ai beaucoup de mal parce que on a l'impression qu'ils bradent. Voilà, c'est un peu le truc, c'est des commerciaux qui bradent la magie, quoi. Et il manque énormément de connaissances finalement par rapport à la culture magique qu'on peut trouver en Europe, quoi. Donc c'est un petit peu, bon voilà, c'est un peu la magie à tout faire, la magie rapide, magie Kleenex, on va dire. Mais j'en ai sélectionné quand même 2. Le premier, c'est d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Stephen Skinner, c'est un universitaire, alors voilà, donc on sent tout de suite que le type, quand il écrit, que ça va être quelque chose de plus fouillé, plus approfondi, tout ça. On aura l'occasion d'en reparler dans cette série de vidéos au sujet d'autres ouvrages de Stephen Skinner.
Là, c'est un ouvrage qu'il a écrit en collaboration avec Francis King, qui était en fait un... Bon, il est décédé, je ne sais plus en quelle année, je crois en 2007 ou 2017, je ne sais plus. Donc Francis King, c'était un écrivain aussi, c'était un romancier, critique d'ouvrages, et c'était aussi un spécialiste en fait de l'ésotérisme. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur la magie aussi, donc là on a réuni vraiment deux bons auteurs. C'est un ouvrage qui s'appelle Technique de haute magie, il est édité par Guy Trédaniel. Donc il y a un sous-titre manuel d'auto-initiation, et c'est vraiment ça, hein, c'est un manuel où on va aborder différents sujets. Alors ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, on va dire, dans cet ouvrage, c'est qu'il aborde des choses qu'on voit pas forcément, comme la géomancie par exemple. Voilà, il va aborder la géomancie avec un... Voilà, ça va être très intéressant. Il nous explique les bases de la géomancie, qui est quand même un art qui est quasiment plus du tout utilisé aujourd'hui, malheureusement, enfin qui commence à revenir. Il y a quelques livres là qui sont sortis dernièrement sur la géomancie, et c'est très bien. C'était une technique en fait de divination avec des petits points qu'on faisait dans le sable. C'est quelque chose de très intéressant. C'était aussi utilisé que l'astrologie pendant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, quoi. Donc imaginez, d'ailleurs c'est la sœur jumelle, un petit peu, la sœur terrestre de l'astrologie. Sauf qu'elle est un peu tombée en désuétude. Donc là-dedans, ils en parlent. Alors, ils parlent de fabriquer ses instruments, ils parlent de divination, il va parler de magie olympienne, il va parler de pas mal de choses. Donc on a vraiment un manuel qui aborde pas mal de sujets liés à la magie, à l'ésotérisme. On aborde aussi les tarots dedans. On aborde pas mal de choses. Après, ce que je lui reproche un petit peu, c'est son côté un peu fouillis, quoi. C'est, je prends des trucs à droite, à gauche et tout ça, on met tout ensemble, et puis ça fait un livre, quoi. C'est un petit peu un bouquin, on dirait presque que c'est des séries d'articles qui ont été compilés, en fait, et donc il n'y a pas forcément un fil conducteur qui nous emmène de la première page à la dernière. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce qui m'a dérangé, en fait, dans cette lecture. Une autre problématique, c'est celle de l'école anglo-saxonne traditionnelle. C'est toujours ce côté, alors voilà, on retrouve les rituels de la Golden Dawn dedans, hein, puisqu'il n'existe que la Golden Dawn en magie, hein. Avant la Golden Dawn, rien n'existait. Donc on va retrouver des adaptations des rituels de la Golden Dawn. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir toujours cette vision. Ils sont complètement bloqués en fait au 19e siècle. Et donc voilà, mais à part ça, toutes les informations sont bonnes à prendre là-dedans. Il y a pas mal de choses sympas. Ça donne un bon aperçu aussi du coup de ce qui se passe dans l'école anglo-saxonne. Et voilà quoi. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est malgré le discours qui est assez dogmatique finalement dans ce type de livre, il faut sortir de là et se dire que ce ne sont que des exemples et que vous pouvez faire complètement différemment. Mais pour le débutant, déjà, ça fait une bonne base, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc voilà, comme je disais, c'est un bouquin qui est un peu brouillon parfois, mais de très bons auteurs, c'est bien écrit. Il y a beaucoup d'informations intéressantes que vous ne trouverez pas forcément facilement ailleurs. Il y a aussi une partie intéressante sur les tatouages, par exemple. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on trouve très peu... qui a été développé justement par la Golden Dawn, mais malgré tout ce qui est sorti en fait de la Golden Dawn, on en parle très peu de ces techniques, et c'est une technique qui est pourtant est très très intéressante, donc je vous laisserai découvrir là-dedans. Donc voilà, Technique de haute magie de Francis King et Stephen Skinner, encore un bon ouvrage pour le débutant. Dernier ouvrage de cette série, alors, c'est pas mon préféré. Je le cite parce qu'il faut le citer, on va dire, c'est clair, un débutant, il tombe là-dessus, il a de quoi manger pendant quelques mois même, je dirais, quelques semaines, mais quelques mois. École américaine, c'est le cours pratique de magie moderne de Donald Michael Craig. Voilà, ça c'est un grand classique. Le problème avec ce bouquin, on va dire, c'est qu'il y a une traduction de merde chez Alain Labussière, d'une part, et c'est quand même un espèce de grand, comment on va dire, un grand fourre-tout, hein. Il y a énormément de choses, il y a des choses très très intéressantes, mais c'est écrit vraiment dans un style école de commerce, quoi, j'ai envie de dire.
Il y en a qui s'appelaient, moi j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal, ça m'a vite saoulé. En même temps, après, il y a peut-être aussi le problème que j'ai lu cet ouvrage alors que j'étais déjà bien avancé, on va dire, dans la magie. Ça faisait quelques dizaines d'années que je pratiquais, donc forcément, c'est pas un ouvrage qui est destiné à quelqu'un comme moi, donc qui est une autre culture ésotérique. Mais effectivement, pour un débutant, je comprends que c'est un livre qui puisse beaucoup être apprécié. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Donc c'est un cours progressif, c'est vraiment un cours, quoi. C'est organisé comme un cours progressif. Vous avez des espèces de ce qu'ils appellent les révisions à la fin de chaque chapitre, hein, une espèce de questionnaire à remplir, tout ça, pour voir si vous avez bien pigé ce que vous venez de lire. Donc ça c'est un bon truc, ça c'est un truc qui manque un petit peu dans les ouvrages, on va dire, francophones, de tester un petit peu les connaissances en fait de la personne qui va apprendre, parce que souvent les livres sont lus à la va-vite, et finalement, au final, il y a des gens qui lisent énormément de livres mais qui retiennent rien parce que c'est vite fait, sans chercher à comprendre et tout ça, sans prise de notes, sans rien du tout. Et donc là, l'avantage, c'est ça, c'est que si on suit bien le truc, et ben, on va sortir de la lecture à un moment donné avec quelque chose, quoi, avec une base. Après, bon, voilà, c'est de la GD, quoi. Enfin, c'est de la Golden Dawn encore mis à toutes les sauces, hein, dès que ce soit les objets magiques, les armes magiques, que ce soit... Enfin, c'est encore de la récupération de la GD. L'auteur, on sent bien que, mis à part la GD, il ne sait pas ce qui s'est passé avant dans la magie. Ça, c'est problématique pour moi, parce que, effectivement, ça nous limite, et je déteste tout ce qui nous limite. Mais bon, voilà, je comprendrais tout à fait que ça puisse intéresser des débutants en magie, donc voilà, je le cite pour ça aussi, si vous êtes plus attiré par l'école anglo-saxonne, donc c'est un classique, hein, de l'école anglo-saxonne. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'il n'aura pas été trop longue. Donc vous voyez, hein, je suis toujours un peu critique en fait sur les livres en général. Vous aurez remarqué que j'ai pas cité mes propres livres, tout simplement parce que d'abord mes livres je ne les lis plus une fois que je les ai écrits, et après c'est pas à moi de critiquer, on va dire, mes livres. C'est plutôt à mes lecteurs, hein, et donc ils le font très bien d'ailleurs, et ça me convient parfaitement. Le seul livre que j'ai écrit, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, c'est le livre sur les analogies, parce que de tous mes livres, c'est le seul qui a une utilité, on va dire, pratique au quotidien, dans la pratique magique. Donc on verra ça beaucoup plus tard. Mais sinon, voilà, j'ai pas à parler de mes livres. Si vous vous intéressez à ce que j'écris, de toute façon, si vous regardez mes vidéos, tout ça, vous avez certainement déjà eu un de mes bouquins entre les mains. À vous de faire votre avis dessus. Toutefois, donc voilà, par rapport au livre que je vous ai présenté, c'est très difficile de faire ce type de vidéo, en fait, de choisir. Hein. Ici, autour de moi, là, j'ai plus de 2000 ouvrages sur la magie. C'est très difficile de choisir un livre plus qu'un autre. Surtout un livre pour débutants, quelque chose que j'ai été il y a une trentaine d'années, et donc se remettre dans la peau en fait de quelqu'un qui a tout oublié et tout ça, c'est très très compliqué. Toutefois, j'ai quand même donc fait cet effort, et voilà, je pense que la liste que je vous ai présentée aujourd'hui est relativement synthétique et vous permettra, surtout aux débutants bien sûr, d'avancer sur le chemin, d'avoir de bonnes bases, de bonnes briques, on va dire, pour commencer à poser les fondations de votre temple magique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à la partager largement, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai. Retrouvez également sous cette vidéo le lien vers ma page Tipeee, où vous pouvez contribuer à m'aider à produire davantage de vidéos et davantage de contenu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir, et moi ça me permet en fait de faire évoluer mon matériel et de pouvoir trouver du temps et passer davantage de temps pour réaliser du contenu vidéo. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et surtout de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.